Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre entretien spécial. Alors, pour cet entretien, nous aurons comme invité le docteur Ahmed Wade. Ahmed Wade est donc expert international en développement et gestion en eau, résilience climatique et énergie durable. Docteur Ahmed Wade a également eu à occuper donc de hautes fonctions et bien sur le plan international. Il est basé, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique, docteur Ahmed Wade, qui fait la fierté de l'Afrique en général, mais du Sénégal en particulier. Et vous en saurez quelque chose tout à l'heure, tout au long de cet entretien. Monsieur Wade, bonsoir. Bonsoir. Alors, encore une fois, merci de nous avoir reçus. Très bien. Ça. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le portrait de notre invité du jour, suivant. Dr Ahmed Wade est un expert international reconnu en développement et gestion des ressources en eau, résilience climatique et énergie durable avec plus de 36 années d'expérience au service de la recherche, des politiques publiques et de la mise en œuvre de projets à travers le monde. Il est titulaire d'un doctorat en mécanique des fluides de l'Université de Grenoble. Au cours de sa carrière, il a occupé des fonctions de chercheur, d'ingénieur, de professeur et celui de directeur de recherche, intervenant sur des projets majeurs en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Chine, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Dr Wade est ancien membre des Académies nationales des États-Unis dans le domaine de l'eau et a siégé au Water Science and Technology Board. Il a également été chercheur senior à Planning Research Corporation dans le cadre de contrats avec la NASA et le département américain de l'énergie, ainsi que chercheur associé à l'US Geological Survey. Par la suite, il a été directeur de centre de recherche sur l'eau et professeur en ressources hydriques avant de prendre sa retraite universitaire. Il a aussi été conseiller scientifique auprès de l'UNESCO, notamment pour l'encyclopédie des systèmes de soutien à la vie et membre de la commission inter-État du bassin du fleuve Potomac. Actuellement, le Dr Wade est membre d'une commission ouest-africaine sur le changement climatique, président du conseil d'administration de Distance Education Africa et président de la commission climat et eau de Tabital International. Sous sa direction, Distance Education Africa a permis l'accès à l'éducation dans plus de 50 pays africains. Conscient de la gravité des impacts du changement climatique en Afrique, il a rejoint le Climate Project du vice-président Al Gore et dirige depuis des programmes d'adaptation climatique et de renforcement des capacités en Afrique de l'Ouest. Il a publié de nombreux articles en français et en anglais, notamment sur le changement climatique au Sahel. Dr Ahmed Wade souligne que les pays africains doivent impérativement investir dans le renforcement des capacités nationales pour un développement résilient au climat en mettant l'accent sur la sécurité de l'eau, l'agriculture et la sécurité alimentaire, les écosystèmes et les services écosystémiques ainsi que la résilience des villages, des villes et des territoires. Après sa retraite académique, il a également créé une entreprise privée de distribution de produits alimentaires africains aux États-Unis, illustrant son engagement en faveur de l'entrepreneuriat africain. Aujourd'hui, toujours actif, il enseigne le tai chi, art martial chinois, dans la région de Washington DC. Dr Ahmed Wade adresse enfin un message fort à la jeunesse sénégalaise et africaine à travailler avec rigueur, croire en soi et cultiver le courage et la curiosité nécessaires pour construire les solutions dont l'Afrique a besoin. Voilà, merci M. Wade. Vous avez vu la présentation. Je le disais tantôt, c'est une fierté, n'est-ce pas, pour nous autres Sénégalais, puisque vous êtes natif, n'est-ce pas, du Sénégal, plus précisément à Dakar, et vous êtes basé aux États-Unis, n'est-ce pas, d'Amérique. Alors, thank you very much. Thank you very much. Voilà. Alors, docteur, mais moi j'aimerais bien que l'on revienne un peu sur votre parcours, justement, de Dakar aux États-Unis, en passant par la France. Très bien. Merci beaucoup, Elhadj. Oui. Je suis très content vraiment d'être là. Merci. Tout d'abord, je veux remercier votre équipe et vous-même pour avoir pris cette initiative. Et puis, je remercie aussi mon frère Amadou Mokhtar Wade. Merci. Et puis, mon fils qui est ici, Tidjane Wade.
qui m'ont réintéressé à notre culture au Sénégal. Et merci aussi à ma petite sœur, qu'on appelle Fatouma, mais qui s'appelle Defa Mamadouane, qui nous a mis en contact. Merci beaucoup. Et merci pour toute la famille. Et ensuite aussi, j'ai vraiment remercié nos leaders, parce qu'il faut toujours remercier nos leaders et prier pour eux pour qu'ils réussissent dans la direction du pays. Oui, c'est très bien le parcours. C'est un peu un parcours classique, n'est-ce pas, pour un jeune qui quitte nos pays, qui va vers l'Europe ou vers l'Amérique. Tout à fait. Bon, moi, je suis né à Dakar, mais j'ai grandi plutôt au Fouta. Au Fouta? Au Fouta, dans un village qui s'appelle Kaskas, entre Kaskas, Tchoubalel et Mumba, qui sont dans le département de Podor, dans la région de Matam, n'est-ce pas? Bon, après là, j'ai fait le lycée à Saint-Louis, le lycée Faidherbe, et puis quand j'ai eu mon bac, j'ai hésité même avant d'aller en France. Ah bon? Parce que j'étais dans le judo, dans les clubs, j'étais très content dans mon club. Je ne voulais pas aller en France. D'accord. Mais puis l'oncle a dit il faut aller en France parce que c'est là-bas que toutes les bonnes études, il faut aller là-bas. Il y a aussi des judo là-bas, donc tu trouves des judo là-bas. Tout à fait. Et donc je suis parti en France, j'ai fait mes études à Grenoble. Et de Grenoble, quand j'ai eu mon doctorat, notre département à l'Institut Polytechnique de Grenoble avait des correspondances avec les universités américaines comme MIT, Caltech et Johns Hopkins University. Donc il fallait faire un postdoctorat là-bas. Et comme ma femme, la mère de mes enfants, j'ai eu la chance de la rencontrer là-bas, elle voulait aussi finir sa maîtrise. Elle a dit ok, d'accord, on va aller aux États-Unis pour quelque temps. Donc c'est comme ça que nous sommes partis aux États-Unis. Et puis j'ai eu une chance inimaginable, j'ai eu du travail inimaginable. J'ai occupé des postes que même peu d'Américains ont eu la chance d'occuper. Et puis on part avec la grâce de Dieu, nous sommes des musulmans. Tout à fait. Donc Inch'Allah, on dit Inch'Allah, si Dieu te protège, Dieu te protège. Et on a le courage, notre courage que tu as quand tu vas à l'étranger, c'est vraiment un courage qui est basé un peu sur l'islam. D'accord. Sur l'islam et sur ta culture. Tout à fait. Culture. Donc c'est ça qui te supporte tout le temps. Absolument. Notre culture peut nous. La foi. Et la foi, notre foi, donc c'est Amanu wa Amir Salihat. D'accord. Tu fais du bien et tu as la foi. Tout à fait. Et puis notre culture Peul, c'est Pulagu. C'est avoir le sens de respect des gens, avoir le sens de faire du bien et puis montrer de l'intelligence. Ça, c'est le Pulagu. C'est 4 principes. D'accord. Donc tu y a toujours ça qui est sous-tendu dans toutes les actions. D'accord. Mais alors, docteur, est-ce évident, n'est-ce pas, de s'imposer et d'occuper de hautes fonctions, justement, dans un pays dont les réalités ne sont pas forcément, n'est-ce pas, les nôtres, en l'occurrence, les États-Unis d'Amérique? C'est une très bonne question. C'est vrai, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, parce que vraiment, le premier choc, c'est des chocs, c'est des séries de chocs quand on va à l'étranger. D'abord, le choc climatique. C'est des zones froides, quand tu viens des zones chaudes. Le choc culturel, c'est des cultures différentes. Le choc racial, parce que nous sommes des Noirs, c'est des Blancs, des couleurs différentes. Il y a ces chocs qu'il faut surmonter. Et encore, c'est par la grâce de Dieu qu'on surmonte ces chocs. Mais quand même, en moyenne, on a la chance de rencontrer aussi là-bas des gens qui sont bien. Quand je partais, mais donc mon nouvel, si vous partez en France, parce qu'à l'époque c'était dans les années 60, c'était les ferments de la Révolution. On avait tendance à condamner tout ce qui est colonial, jeter des pierres, etc. L'oncle m'a dit il faut pas aller là-bas jeter des pierres au machin. Il y a aussi des gens bien là-bas. Cherche des gens qui sont bien. Il y a des gens de bonne volonté, c'est ça qu'il faut chercher. Donc en France comme aux États-Unis, tu as la chance de tomber sur les gens de bonne volonté qui sont objectifs vraiment. Donc si tu travailles bien, tu fais ce que tu dois faire, ils auront du respect pour toi et puis tu auras la chance de percer dans le domaine. J'ai eu beaucoup de chance, vraiment comme je te vous dis avec mon doctorat à l'université de Grenoble, qui est respecté aux États-Unis. Parce que l'université de Grenoble, c'était les plus vieilles universités au monde. C'était bâti dans les années 1400 et quelques. C'est très très vieux, c'est très respecté. Et la science, surtout la science dans le domaine hydraulique, a fait ses premiers pas à Grenoble. Les premiers barrages au monde ont été faits à Grenoble. Les premiers barrages hydrauliques. Même la première radio au monde était conçue à Grenoble. Donc c'était une université très connue, donc il y a beaucoup de respect déjà quand tu viens à Grenoble. Et puis ils respectent ces institutions quand tu viens aux États-Unis. Comme j'étais venu comme postdoc, c'était déjà acceptable que je fasse des choses. Mais seulement le choc culturel, j'avais ma manière française de faire, et eux, c'est des manières
américaine, anglophone plutôt, qui était très différente. Donc j'ai dû me réajuster. Après, heureusement, j'avais ma femme qui m'apprenait les choses, qui me montrait comment faire, parce que ma femme était une africaine-américaine. D'accord. Donc, qui me montrait les choses, comment faire, comment survivre, des choses comme ça. Ça, c'est ça un peu. Mais j'encourage tous les jeunes, quand vous êtes à l'étranger, une chose qu'on ne fait pas souvent, c'est de préparer nos gens qui vont à l'étranger. Ah oui, ça, il faut toujours se préparer. Se préparer en ayant des qualifications professionnelles ou bien, non sans qualification, ou bien dans tous les domaines dans tous les domaines, et puis surtout dans le domaine humain. Ah oui, d'accord. Si vous décidez, par exemple, vous allez demain en Arabie, on doit vous dire comment sont les Arabes par rapport aux Noirs, comment est leur culture, ce qu'ils parlent, ce qu'ils mangent, et puis ce qu'ils n'aiment pas pour que vous essayez d'éviter ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aiment, c'est comme ça. On doit être bien informé. On est bien informé. Les lieux de destination quand même. Voilà, destination. Quand moi je suis parti en Chine, on nous a préparé 3 jours pour apprendre à dire les noms de Chinois correctement. Ah oui? Parce que c'était un grand problème, si tu ne sais pas dire les noms, tu les offenses. Donc quand tu vas à un pays, il y a un petit accent diplomatique dont tu es en charge. Absolument. Parce que si au Sénégal, le monsieur ne parle le ministre, on dit ça c'est le Sénégal qui parle, qui est là. Si on fait des erreurs, c'est tout le Sénégal qu'on condamne. C'est clair. Les Sénégalais sont comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà. Mais si on fait du bien, les Sénégalais aussi auront la réputation. Oui, absolument. Donc c'est la préparation qui est très importante. Alors, vous avez donc intervenu dans plusieurs pays, n'est-ce pas, en Afrique, mais également au Moyen-Orient, en Asie, n'est-ce pas, du Sud-Est, n'est-ce pas, mais même dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Alors, pouvez-vous nous partager cette expérience et de quoi s'est-il agi exactement et est-ce que les objectifs ont été atteints? Excellent, très très bien. C'est une question formidable qui va me mettre directement au cœur de notre sujet qui nous intéresse. Parce que quand donc j'ai commencé à travailler aux États-Unis, quelques années après, je travaillais avec la NASA dans le domaine de l'énergie solaire. C'est-à-dire, l'idée, c'était de transférer les techniques spatiales de l'énergie solaire aux applications terrestres. Ah bon? C'est ça, donc c'est ça. Dans les années 74-75, c'était vraiment le sol était embryonique. Donc pour ce projet, il fallait aller dans plusieurs pays, étudier leur ensoleillement, leurs énergies et des choses comme ça. Donc j'ai fait presque beaucoup de pays en Afrique, beaucoup de pays en Asie, y compris l'Inde et la Chine, et puis beaucoup de pays dans les Caraïbes. Donc on a fait l'assessment, ce qu'on appelle assessment, c'est-à-dire l'inventaire de toutes les énergies qu'ils ont. Le pétrole, le gaz, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le vent, l'énergie des vagues, l'énergie géothermique, les énergies nucléaires, toutes sortes d'énergies pour comparer l'avantage ou l'inconvénient de cette énergie pour un pays donné. Évidemment, depuis lors, en fait, je suis venu ici au Sénégal en 1900, je crois que c'est 78, j'ai oublié, pour faire une conférence à la 3e foire internationale de Dakar. Et oui, d'accord. J'ai fait une conférence sur les applications de l'énergie solaire à l'époque, pour l'Afrique. Dès lors, même si à ce moment le prix était très élevé de l'énergie solaire, mais pour l'Afrique, c'était déjà faisable. Donc pour l'Afrique, l'énergie solaire, je crois que c'est notre solution. C'est ça qu'il faut pousser à l'extrême. C'est ça qui sera notre avantage. Mais après, aux Caraïbes, ce qui nous a intéressé là-bas, c'était un projet des Nations Unies pour un peu aussi voir ce que l'énergie solaire peut faire pour le dessalement de l'eau de mer. À Trinidad Tobago. À Trinidad Tobago. Ok, d'accord. Donc ça, on a beaucoup aidé le Trinidad à faire ses assessments. Mais le projet qui m'a intéressé le plus, c'est le projet en Colombie, en Amérique du Sud. Il y avait des centres au sud de la Colombie, vraiment des centres qui travaillent avec les villageois dans tous les domaines énergétiques. C'est comme nos villages au Sénégal ici, mais ils ont pris tous les secteurs de l'énergie solaire, photovoltaïque, les énergies éoliennes du vent, les énergies des ruisseaux, il y a des rivières qui font des petits barrages pour créer de l'électricité, des pompes, pour servir les villageois. Donc ça, c'était un projet extraordinaire qui a
une ville qui s'appelait Las Gaviotas. D'accord. En Colombie. En Colombie. Voilà, Colombie. D'accord. C'était formidable. Donc ça les a beaucoup plu. Et puis surtout ce qui est intéressant dans ces choses, à l'époque, oui, il n'y avait pas beaucoup de noirs dans ces choses. Donc il n'y avait pas beaucoup de noirs. Ah bon? Dans Ce n'était pas évident. Ah, ouais. Pas beaucoup. Donc quand j'allais, c'est comme Dieu fait les choses. J'étais avec des blancs. Oui. Ça c'est la première fois que j'ai vu ça dans un pays. Oui. Les Colombiens, ils sont plus ou moins ce qu'on appelle métissés, n'est-ce pas? Oui, c'est effectivement. Ils ont un mélange africain, européen, asiatique, tout le monde. C'est la diaspora africaine, une partie de la diaspora africaine en Amérique latine. Mais ils respectent beaucoup l'Afrique. Oui. J'étais là avec des Européens aux yeux bleus. Il y a notre chef de délégation, c'était un Européen. Oui. Alors on a commencé à parler et le monsieur, le directeur de l'énergie du pays, de Colombie, a dit écoutez, on ne veut pas écouter les hommes aux yeux bleus, aux blancs. On veut écouter celui-là. Ah bon? Et on vous a indiqué? Voilà. Extraordinaire. C'est extraordinaire. J'étais un peu embarrassé. C'était embarrassé même, c'était différent, mais c'est extraordinaire. Mais donc il y a un petit respect donc, dans ces cultures-là. Il ne faut pas oublier que surtout les Caribéens et les gens de l'Amérique du Sud ont un respect pour les Africains extraordinaire. Très élevé. Très élevé. Il faudrait qu'on cultive ça aussi. C'est important puisque moi j'ai eu à rencontrer les ambassadeurs de plusieurs pays, n'est-ce pas, d'Amérique latine, notamment le Venezuela, notamment également, et bien la Colombie. Et Cuba, Cuba, pour dire, voilà, et je profite de l'occasion pour leur faire un clin d'œil. Alors, c'est important, donc surtout en matière d'énergie, éolienne et justement et solaire, puisque nos États africains en ont besoin, et je pense que ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà. Vraiment, c'est une question essentielle, parce que dans un pays comme le nôtre, comme tous les pays, on se développe avec l'eau. L'énergie d'abord, et ce qui suit l'agriculture et la santé et les autres choses. Oui. Bon, nous, les gens, on utilise tout le temps le pétrole, les produits pétroliers, les hydrocarbures, qui ont leur problème comme on le connaît, mais on a tellement de soleil que ça peut satisfaire à tous nos besoins sans problème. C'est l'avantage de l'Afrique. C'est l'avantage de l'Afrique. Si l'Allemagne qui est au nord là-bas, peut satisfaire beaucoup de ses besoins avec l'énergie solaire, pourquoi pas le Sénégal? Mais pourquoi pas, oui. Donc vraiment, l'énergie solaire, ça dépend de l'intensité solaire et la surface de réception. Tu calcules tes besoins énergétiques du village, disons, un village X. Bon, ma population, c'est 1000 personnes. Chaque personne consomme tant d'énergie. Donc tu fais des photovoltaïques proportionnels aux besoins de ce village. D'accord, ok. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Et puis les prix sont tombés très, très, très bas. Vraiment, c'est presque inimaginable que nos pays ne sont pas 100% solaires. Si on a du pétrole, c'est bon. On exporte le pétrole, mais on utilise l'énergie solaire. Les Chinois sont 100% avancés dans le solaire. Même l'Amérique. Chez moi, là-bas, à côté, si vous venez là-bas, vous allez voir. Une demi-douzaine de maisons, tout le monde est solaire. Ah oui? Tout le monde est solaire. Solaire. Mes voisins, solaire. Le soleil donc pour le frigo, pour les lampes, pour la climatisation, tout marche. Oui. Alors, je pense que cela est extrêmement important. Alors, professeur, dans votre explication, j'aimerais bien qu'on en revienne un peu à votre expérience avec la NASA, mais également, justement, le département américain de l'énergie. Cette partie m'intéresse beaucoup. Oui, exactement. Donc, on était contractuel de la NASA. Et ça m'a beaucoup plu parce que la NASA, c'était l'entité scientifique la plus avancée à l'époque. Oui, tout à fait. Ils font beaucoup de recherches dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de l'espace et dans le domaine de l'énergie de l'espace. Parce que quand tu vas dans l'espace, il faut de l'énergie pour la propulsion, pour aller loin. Et donc la propulsion et l'alimentation du fusée lui-même était basée sur le solaire. Tout à fait. Basée sur le solaire. Donc toutes les techniques solaires, surtout les techniques photovoltaïques, c'est le vortex qui attire le soleil dans ce plateau-là. C'est les techniques, ça nous a beaucoup plu. C'est comme ça, c'est ce contrat qu'on avait avec la NASA. Et ce qui est bien à la NASA, c'est l'esprit pratique. D'accord. C'est ça qu'il faut aux États-Unis, c'est-à-dire en Afrique. Avoir l'esprit pratique. Il y a une théorie, la théorie existe, mais dans la théorie, tu prends ce qui est pratique, ce qui est faisable. Et c'est important. C'est important. C'est ce qui manque à l'Afrique. Voilà, c'est ce qui manque à l'Afrique. C'est l'approche pratique de toutes les choses.
c'est parce que c'est comme si tu extrais quelque chose, c'est comme extraire du lait d'une vache. Le pratique, c'est extraire quelque chose de la théorie. Absolument. Et c'est donc c'était ça, c'est ça qui m'a pris dans la NASA. Et puis il y a des décisions qu'ils appellent go ou no go. Ok. Va ou ne va pas. Ne va pas. Car c'est comme si tu vas à l'espace, donc il y a des décisions. Il faut annuler cette affaire, il faut continuer. Donc quand ils commencent un projet, ils l'étudient, et il y a un point où ils disent, ok, ce projet, on ne peut pas le faire, don't go. D'accord. Ce projet, on le fait, we go. Ok, d'accord. Tu comprends? Donc c'est ça qu'on devrait, cette approche pratique dans le pays, c'est ça qu'il faut faire. Prendre des priorités, que ce soit énergie, que ce soit eau, que ce soit agriculture, que ce soit santé, développer certains points, et puis dire que voilà, ça ne peut pas passer, on va passer l'autre, ou bien si ça peut passer, we go. Ok. Tu comprends? Sinon, on piétine, j'ai l'impression qu'on piétine un peu dans notre culture, ça fait 70 ans. Oui, mais c'est ça aussi. On piétine. Alors que les choses doivent bouger. Hein? Voilà, elles doivent bouger, il faut pratiquer pour que ça bouge. Voilà. Il faut que ça pratique. Voilà. Et moi, quand j'entends parler de la NASA, je pense également à Modibo Diarra. Modibo Diarra, eu l'occasion de vous rencontrer? Oui, Modibo Diarra, quand il était étudiant à Howard University, il venait souvent à la maison. Ah, d'accord. On a eu beaucoup de gens de rencontres. Lui, il a travaillé dans le projet de Vénus. Oui. Dans le projet de Vénus. Oui. Donc, c'est un bon Africain. Il a vraiment aidé beaucoup l'Afrique aussi. Il a aidé le Mali. Et, il a aidé dans le domaine de l'éducation des jeunes parce qu'il savait que c'était ça le problème. Tout à fait. Mais tout à fait. Mais la NASA, c'est très intéressant comme truc. On devrait avoir des NASA ici en Afrique. En Afrique, mais oui. Des NASA mais comment, docteur? Comment? Voilà, commencer à identifier une priorité donnée. Parce que la NASA, ça identifie des priorités scientifiques pour faire la compétition contre les Russes. D'accord. Sur l'espace. Ah ben oui. Bon, nous, on a des priorités, peut-être pour la santé 100%. On crée une NASA de la santé qui se focus dans la santé à l'extrême. Ou bien une NASA pour l'eau, qui se focus tel que tous les villageois auront leur eau, toutes les villes leur eau, il n'y aura pas des rigoles qui coulent à gauche et à droite. Absolument. Des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il faut des agences ou des situations de concentration dans ce domaine. C'est quand on se concentre dans ce domaine qu'on a de l'effet. Oui, c'est ça. Parce qu'en Afrique, donc l'accès, n'est-ce pas, à l'eau, surtout l'eau potable, demeure véritablement problématique. Voilà. Et donc surtout, n'est-ce pas, au Sahel, que vous connaissez certainement bien. Et puis, mais l'Afrique fait face, n'est-ce pas, à ces aspects climatiques également. Ça aussi, j'aimerais bien que l'on revienne, parce que vous en êtes expert, n'est-ce pas, et pour avoir fait beaucoup de choses. Alors, comment aujourd'hui, effectivement, capitaliser tout cela en Afrique pour que ça soit vraiment quelque chose de bénéfique pour le continent africain? Voilà, ça c'est une très bonne question, c'est ça la clé de la chose. Oui, tout à fait. Quand j'étais à Washington, j'étais directeur de l'Institut de l'eau de la région. D'accord. On était, en fait, c'était ironiquement, on était 3 Africains. Moi, j'étais directeur de l'eau à Washington. Oui. Il y avait un autre directeur, un Sierra Leone, qui était directeur en Pennsylvanie. Oui, Pennsylvanie. Et puis un Nigérian qui était directeur à Maryland. On se rencontrait souvent pour voir comment faire pour l'Afrique dans le domaine de là. Donc, on invitait les ambassades pour venir discuter un peu des problèmes de l'Afrique et des choses comme ça. Donc, vraiment, vous avez raison, la priorité de l'Afrique, surtout des pays du Sahel, devrait être l'eau. Depuis le temps de Senghor, on parlait toujours de l'eau. Oui, toujours de l'eau. C'est ça. Hein? On a parlé, mais on n'a pas mis l'accent sur la concentration sur l'eau. Parce que quand tu parles de quelque chose qui est ta priorité, il faut que si le budget aille avec. Ah, mais oui. Tu comprends? Si on est prioritaire, mais il n'y a pas le budget, on n'avance pas. Ça pose problème. Mais c'est intéressant qu'il y a, la semaine dernière, en fait, il y avait une réunion ici à Dakar, à Diamniadio vraiment, avec le président Bassirou Diomaye Faye, qui était l'invité. Ils ont parlé de l'eau en préparation d'une réunion qui aura lieu en décembre à Abu Dhabi. Abu Dhabi, pour parler des problèmes de l'eau, du Sustainable Development Goal number 6, en français, c'est l'objectif développement durable numéro 6 qui a c'est les ODD, hein, c'est les ODD, oui. ODD, exactement. Merci beaucoup. C'est les ODD numéro 6, dont le principe est l'eau potable et l'assainissement et la protection des écosystèmes et des choses comme ça. Donc c'est bien que le Sénégal est champion un peu là-dedans,
avec les Arabes, le Royaume arabe uni, pour donc parler de ça. Donc il y a la conscience que l'eau est importante pour nous, mais il n'y a pas encore l'action directe et pratique Tout à fait. pour ça. C'est très important. Jusqu'à maintenant, le pourcentage de l'Afrique, depuis que je suis dans ces choses-là, depuis dans les 70, ça n'a pas tellement évolué. Hein. Oui, les choses, oui. C'est toujours, bon, les villes ont 70% de l'eau, des robinets et tout. Les villages, c'est à peine 25%. Et des choses comme ça. Or, l'objectif, c'est l'accès à l'eau potable, l'accès universel, n'est-ce pas, à l'eau potable, par exemple. Il y a des zones assez reculées, n'est-ce pas, du Sénégal, et surtout dans le Sahel, où vraiment les populations rencontrent véritablement ce problème, n'est-ce pas, d'eau. Exactement, vous avez raison, Aladj. Et puis, l'ironique des choses, les gens croient que l'Afrique n'a pas de l'eau, mais l'Afrique a plein d'eau, les eaux de surface, les eaux de pluie, les fleuves, et des eaux souterraines. Surtout. Il y a surtout l'eau souterraine. Les États-Unis que vous voyez là, dépendent à 90% dans les zones rurales de l'eau souterraine. Ah oui. Puis ils ont beaucoup de fleuves, mais l'eau souterraine est d'une manière très importante. Donc l'eau souterraine qu'on peut accéder avec les forages et tout ça, est là. Et à Dakar, dans la zone sénégalaise, tu n'as pas à creuser des kilomètres pour avoir l'eau. Un petit peu seulement. Mais bien sûr. Donc ça j'en connais des zones où vraiment on n'a pas besoin de faire autant de profondeur. Hein. Voilà, exactement. Alors, professeur, vous êtes également membre d'une commission ouest africaine, et bien, sur le changement climatique, n'est-ce pas? Qu'avez-vous justement fait concrètement? Très bien, voilà, magnifique. Bon, j'ai eu la chance d'être dans le groupe de Al Gore quand il commençait ses choses. L'ancien vice-président américain. Oui, ancien vice-président américain Al Gore, quand il commençait son projet sur le changement climatique dans 2006-2005 comme ça. Donc nous on représente le côté africain. Oui, d'accord. Et après j'ai eu la chance donc de travailler avec un groupe d'éleveurs de l'Afrique de l'Ouest. Pour les aider dans le domaine du changement climatique. D'accord. Parce que l'élevage, le changement climatique dépend, donc ce qui cause le changement climatique, c'est l'effet de serre, n'est-ce pas? Ah oui, surtout. Qui vient des gaz carboniques. Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà, l'effet, etc. Donc j'ai aidé quand même, surtout dans le domaine de la traduction directe de l'anglais au poulard, par exemple, et puis on a douché en poulard, sur les effets de serre et les effets du changement climatique et comment se préparer pour ça. Oui, alors d'ailleurs, les différents COP, n'est-ce pas, s'organisent un peu partout. Hein. Je pense le plus récent, c'est au Brésil. Alors maintenant, est-ce que les résultats, n'est-ce pas, de ces différents COP, n'est-ce pas, ont un impact effectivement sur la réduction des gaz à effet de serre? Exactement. Oui. J'ai été à quel COP? En fait, je voulais aller sur le Brésil et venir par là même. Il y a des COP, c'est des hauts et des bas vraiment. Il y a des COP qui réussissent leurs objectifs. Vraiment, tous les gouvernements se décident de faire des choses. Il y a des COP qui sont moins réussis que d'autres. D'accord. Par exemple, ce dernier COP, maintenant, ce que les pays qu'on dit qui sont contre le changement climatique, ce qu'ils font, ils vont dans ces COP avec leurs avocats pleins. Et ils font presque du sabotage, excusez-moi le terme. Et je pense qu'on l'a même vu donc, au Brésil avec les populations indigènes ou aborigènes qui sont venues. Donc manifester. Qui sont manifestés. Donc les populations indigènes. Il fallait les impliquer aussi à ces exactement. Les populations indigènes, c'est elles qui souffrent le plus, c'est elles qui ont besoin de protection, c'est elles qui ont moins pollué. Parce que les grands pollueurs, c'est les pays occidentaux, les pays industrialisés. Tout à fait. Nos pays n'ont pollué, n'ont rien pollué. Donc il y a un débat entre changement climatique, l'adaptation au changement climatique, ou la réparation. Oui, parce que de la réparation, parce qu'il faut penser à ça aussi. Oui, parce que les grandes puissances qui sont les plus pollueurs et les petites puissances, n'est-ce pas, telles que les nôtres, les pays africains, qui subissent. Ils subissent. Et puis alors ils nous disent, nous, il faut vous adapter. Mais avant qu'on s'adapte, eux, ils doivent diminuer leur pollution. Et donc il y a ce débat, il y a surtout un gouvernement comme le gouvernement américain, qui n'est pas d'accord, qui refuse de diminuer qui ne croit même pas au changement climatique. Donc qui refuse de participer. Donc c'est ça le problème. Tous les pays développés n'ont pas participé à ce qu'ils devraient participer dans ce domaine. Mais il y a un petit mais. Il y a des gens qui participent. Il y a des gens qui participent, il y a quelques pays qui participent, il y a quelques compagnies qui participent, il y a le carbon credit, le carbon credit qui amène un peu de sous, de l'argent, dans ce qu'ils appellent carbon credit funds. Le malheur, c'est que nos pays, pour une raison ou pour une autre, ne profitent pas de ces sources de financement
pour faire le travail qu'il faut dans le pays. Parce que des sources, il faut faire la demande, parce qu'on ne va pas te donner l'argent directement, faire ça, mais il faut faire la demande, justifier qu'on a besoin de temps et temps et temps pour notre pays, pour combattre le changement climatique. Et souvent, les pays qui font les demandes, c'est les pays asiatiques. Si. Mais nos pays africains encore, je ne sais pas pourquoi, y compris Congo, Sénégal, tout ça, n'ont pas fait les demandes qu'il faut. Peut-être que cela pourrait émaner de la volonté politique de nos dirigeants. Voilà, c'est ça. C'est important. Je suis d'accord, c'est vraiment ça la volonté politique de nos dirigeants, engager des gens qui savent le faire et puis comprendre d'abord que ça c'est une source de revenus, une grande source de revenus parce qu'on a sauvé quel carbone crédit, donc ça te donne de l'argent un peu pour ça. Absolument. Imagine des pays comme le Congo. Congo d'un côté et l'Amazone de l'autre sont appelés les poumons de la planète. Absolument. Parce que les forêts de Congo, les forêts de l'Amazone, absorbent les gaz carboniques de la planète. Donc c'est ça qui sauve un peu la planète. Donc comme si nous sommes les poumons, on devrait pourtant nous protéger de ce domaine-là. Oui, c'est vrai. C'est peu compris. Donc on en parle dans le journal, le changement climatique est tellement formidable. Et vous avez donc prononcé le nom Congo, au cœur de l'Afrique. Alors l'Afrique, avec ses immenses potentialités, on a parlé, n'est-ce pas, de la richesse, n'est-ce pas, de ses sols et sous-sols, les ressources naturelles, n'est-ce pas, à en finir, il y en a beaucoup, mais à côté aussi, il y a la pauvreté grandissante. Docteur, comment expliquez-vous, selon vous, vraiment, ce paradoxe quand même? Oui, c'est un grand paradoxe. Voilà, c'est un important paradoxe. J'ai eu la chance d'aider un peu un de mes amis qui était candidat à la présidence du Congo. Il était président du Congo. Le Congo, Brazzaville, parce qu'il y en a deux. Le Congo, le grand Congo. Oui, d'accord. Il s'appelait Mundela d'ailleurs. Il s'appelait Mundela, pas Mandela, Mundela. Mundela. Alors donc, j'ai eu donc la chance d'observer un peu le pays. Certainement vous rappelez des tableaux, des éléments périodiques de la chimie. Le Congo a presque tous les éléments périodiques de la planète. Depuis l'or jusqu'à l'argent, jusqu'au tungstène, tous ces trucs, ces produits-là qu'on a, les cell phones-là, c'est fait à partir des matières de congolais. Et malheureusement, comme vous le dites si bien, les Congolais n'en profitent pas. Et c'est des volontés politiques. C'est le désir forcené des grosses puissances de contrôler ces ressources à 100%, qui ont peur de lâcher de l'Est pour que ces pays développent. Mais éventuellement, il faut que nos pays sachent que les gens profitent toujours de ton ignorance. Il y a un proverbe chez nous qui dit que celui qui profite de ton sommeil ne va pas te réveiller. Oui, mais c'est clair. Donc, ils préfèrent que la fille continue à dormir, ils ne vont pas te réveiller. Absolument. Donc, mais le réveil, c'est que nos jeunes apprennent à connaître ces sciences-là profondément. Comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, il faut qu'on se cultive scientifiquement à l'extrême. Tous les techniques, tous les politiques qui viennent, nos jeunes sont très brillants. Il y a plus de jeunes en Afrique que partout au monde. Donc c'est une ressource extraordinaire, stratégique extraordinaire. Et ils peuvent apprendre tout. Il y a un de nos amis de la NASA qui est très connu, il s'appelle Neil deGrasse. Il a dit que l'Afrique étant la source de l'humanité, tous les êtres humains viennent de l'Afrique. Donc il y a peut-être les plus méchants, les plus crazy comme Hitler, mais aussi il y a des Einstein ici en Afrique. Absolument. Nous en avons. On a tout. Il y en a un qui est assis à côté de moi et vraiment tant d'autres aussi, vraiment, ces éminents chercheurs, n'est-ce pas, qui font la fierté de l'Afrique. Alors, professeur, votre collaboration également avec l'UNESCO, je le disais tantôt, vous avez eu à servir, n'est-ce pas, dans beaucoup d'autres domaines. Également, ça, avec l'UNESCO, comment ça s'est passé? Oui, très bien. C'est vrai, ça c'est très bien. C'est avec l'UNESCO et les Émirats. C'est un projet commun. Les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis à Abu Dhabi. Donc, je travaille avec eux avec les gens qui étaient responsables du dessalement de l'eau de mer de l'Arabie, du Royaume-Uni, des bons amis d'ailleurs. Donc, c'est ce projet qui s'appelait IOLS, Encyclopedia of Development of Life Support System. C'est toutes les connaissances qu'on voulait réunir, toutes les connaissances
de l'économie, de l'agriculture, de la santé, des mathématiques, de la chimie, de la biologie, tout, que le monde disposait à l'époque. Et puis avec la participation de tout le monde, des Africains, des Asiatiques, des Européens, des Américains, tout le monde. J'étais responsable de la section eau. Donc on a travaillé dans ça avec l'UNESCO. Oui. Le volume est fini, les volumes sont finis. On a produit des volumes. C'est dans l'Internet, Donc toutes les connaissances sont là pour le développement de tous les pays dans tous les domaines voulus, n'est-ce pas? Donc c'était ça le problème de le projet de l'UNESCO. L'UNESCO. D'accord. Alors, et puis après votre retraite également, vous n'êtes pas resté les mains croisées puisque vous avez créé une entreprise, n'est-ce pas, privée de distribution de produits alimentaires africains, n'est-ce pas, aux États-Unis. Voilà. Cela témoigne de votre engagement panafricain. Oui. Pourquoi vous jugez nécessaire, n'est-ce pas, de mettre en place cette entreprise? C'est très vrai. Oui. Une chose qu'on apprend aux États-Unis, c'est l'esprit pratique des choses. D'accord. Et surtout, savoir que les États-Unis vraiment sont développés grâce à l'entreprise privée. Ah oui, d'accord. Les gouvernements sont créés pour aider les entreprises privées à monter. Oui. C'est ça un peu ça. C'est ça. Donc tu vois l'importance de l'entreprise privée pour la création d'abord, de l'imagination, et ensuite pour trouver de l'emploi aux autres. Tout à fait. Donc on a fait l'expérience, je voulais faire l'expérience de voir ça, et c'est là que tu découvres ce que l'Amérique est. Oui. Quand tu vas dans les entreprises privées, Oui. les gouvernements sont tellement bien organisés pour pousser les entreprises privées à l'extrême, Oui. c'est extraordinaire. Oui. Les universités, les villes, les comtés, les states, les États, Oui. tous ont des bureaux pour t'aider toi à entrepreneur. Oui, d'accord. Bon, tu fais la demande, je suis entrepreneur, j'ai fait des cell phones, j'ai fait de restauration, j'ai fait des trucs. Ils ont tous pour t'aider, pour te conseiller régulièrement. Oui. Régulièrement, ils te conseillent. Tu prends des rendez-vous chaque semaine, tu vas là-bas. Moi, j'ai des problèmes avec le budget, j'ai des problèmes avec mes employés. Ils te conseillent jusqu'à ce que tu démarres. Et quels sont les produits africains que vous... Oui, on faisait des produits africains qu'on connaissait. Nous, c'était le mafé. Oui. Ah, mais c'est formidable, hein? Le mafé, et puis, ils aimaient beaucoup le mafé, ils aimaient beaucoup. Oui. Et le yassa, ils aimaient beaucoup le yassa. Ah, ben c'est Ils aimaient très beaucoup le yassa. Oui. Parce qu'on voulait faire restauration. Après, comme il y a beaucoup de restauration, on a dit on va faire les produits, parce que là, on pourra les distribuer plus loin. Mais vous savez, professeur, il y a aussi d'autres aspects, toujours dans le même chapitre. Oui. Par exemple, ici, nos produits locaux, tels que les mangues, si vous partez en Casamance, vous voyez qu'il y a des mangues puristes, à la limite, c'est laissé aux animaux. Et aussi, quand on part, par exemple, au Fouta, moi j'ai été à Daradjolof et dans d'autres contrées, j'ai vu cette production laitière être versée parce que tout simplement, il n'y a pas véritablement. Je pense que ça aussi, on doit y penser, hein, professeur. Exactement, ça c'est très vrai. C'est très vrai. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Oui. Il faut les entreprises privées pour s'occuper de ces choses, comme vous dites, mangue, des papayes, de tout et tout. Il y en a un peu. J'ai eu la chance d'aller à une foire en ville, là-bas, à côté du monument de la Renaissance. Oui. Il y avait donc beaucoup de produits locaux. J'étais content de voir les produits locaux, les niébédailles, les mangas en sachet, les trucs, c'était bien, mais c'est un début. Oui. Il faudrait beaucoup plus que ça. Il faudrait vraiment encourager les jeunes à faire de l'investissement dans le privé, à créer des startups. Et le gouvernement doit encourager les startups et les protéger aussi. Parce qu'il y a des gros bonnets, les gros patrons qui vont venir écarter les startups, parce que quand il y a un bon marché pour eux, c'est eux qui vont faire tout. Mais là, c'est le rôle du gouvernement de protéger ces startups, de ne pas faire la compétition contre les startups. D'accord. Parce que si le gouvernement a un domaine qu'il protège, un startup quelconque, le gars qui vient privé n'a pas de chance de faire la compétition contre le gouvernement. Oui. Le gouvernement ne doit pas faire la compétition contre les privés, il doit les aider plutôt. D'accord. C'est ça. Merci. Alors, la toute dernière question avant de clore cet entretien. Professeur Ahmed Watt, vous donnez beaucoup de... les questions de jeunesse vous préoccupent, n'est-ce pas, au premier chef? Pourquoi? Wallahi. Parce que vraiment, la jeunesse, c'est une force stratégique pour l'Afrique. C'est pas un malheur, c'est un bonheur pour l'Afrique. Oui. D'abord, il y a cette force puissante, cette capacité. Et ensuite, c'est les plus nombreux sur Terre. Et puis, même en Afrique, c'est la jeunesse qui constitue l'écrasante majorité. Hein. Exactement. Et même en Afrique, c'est l'écrasante majorité. C'est eux. Et donc, c'est eux qui pourront vraiment se
débarrasser du carcan du passé un peu, parce que nous, peut-être, on peut dire qu'on est toujours dans le passé, etc. Mais eux, ils ont des yeux plus neufs, une compréhension plus nouvelle et une adaptation plus facile à la nouvelle technologie que les autres. Donc c'est eux, vraiment, je pense, c'est eux, si l'Afrique investit dans l'eau, dans l'agriculture, dans la formation, dans la jeunesse, l'Afrique va décoller. Ouais, c'est clair. L'Afrique va décoller. Donc vraiment, je crois, j'ai fait appel aux jeunes d'avoir le courage. Ce qu'il faut quand même, c'est le courage. Hein. C'est le courage qu'il faut et la discipline pour arriver à attaquer ces sciences-là. L'Afrique a vu les ordinateurs venir et dominée par les Asiatiques et autres choses. Ils ont vu l'industrie venir, dominée par les autres. Maintenant, il y a de nouvelles technologies qui apparaissent comme le IA, et des choses comme ça. L'intelligence artificielle. Et des choses comme ça. Oui. Il ne faut pas que ça nous dépasse. Oui. Il faut plonger là-dedans, comme tout le monde au début, et puis on tâtonne, et puis ensuite on arrivera à faire la compétition. Il faut que l'Afrique soit compétitive dans tous les domaines scientifiques. On peut le faire, mais il faut avoir le courage d'approcher les problèmes comme ça. Oui. Il faut avoir la discipline, et il faut évidemment avoir le support local, le support gouvernemental, pour pouvoir en arriver là. Vraiment, j'ai la foi dans la jeunesse africaine et je pense qu'avec le self-belief, c'est-à-dire croire en eux-mêmes, parce que nous, on nous a conditionnés à croire à l'autre, mais si les jeunes Africains commencent à croire à eux-mêmes, ils peuvent vraiment sauver l'Afrique. Ce qu'on appelle le believe in yourself, c'est bien ça en anglais. Believe in yourself, voilà. Okay. Peut-être un mot en anglais. Hein? Voilà, c'est en anglais. Tout à fait. Voilà, donc croire en eux-mêmes, c'est ça le salut de l'Afrique. On souhaite que les jeunes Africains ne seront pas les spectateurs, mais des acteurs quand même. Des acteurs. Ouais, du développement. Des acteurs du développement. Merci beaucoup. Voilà. Merci. En tout cas, ça a été un énorme plaisir, professeur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en faire, n'est-ce pas, d'autres interviews. Inch'Allah, Monsieur Sagna, vraiment, merci beaucoup à tes techniciens, vraiment, j'étais content d'avoir à parler de ça. C'est des sujets tellement vastes, tellement grands pour l'Afrique. On peut en parler en tout cas demain sans terminer. Mais c'est toujours bien. Alors, il y a 2 à 3 noms auxquels j'aimerais bien, donc très rapidement, que vous me parliez. Il s'agit, le premier, donc c'est Thierno Souleymane Baal, Amadou Hampâté Bâ, le professeur Cheikh Anta Diop, et l'Africain Théophile Obenga. Tout ça, c'est très, Inch'Allah, c'est vrai. Parce que j'ai fait un petit programme sur Cheikh Anta Diop. D'accord. Parce que c'est la science. Et puis c'est le courage. Parce qu'à l'époque de Cheikh Anta Diop, il faut avoir le courage pour dire aux gens, ces gens là-bas que vous croyez égyptiens, c'était des négros. C'est ça. Et puis prouver ça. Il faut avoir le courage. Il a ridiculisé, je ne sais pas même sur l'emprisonnement. C'est ça. C'est tout ça. Mais donc il faut le courage un peu, pas jeter des pierres, mais un courage intellectuel. Et on a cette capacité pour pouvoir faire la compétition dans le monde où nous sommes. Et le monde où nous sommes, vraiment, la croissance actuelle, tu sais, il y a 2 croissances. Il y a une croissance linéaire, c'est-à-dire petit à petit, comme le Wolof dit, ndank. Mais il y a des croissances exponentielles. Poum, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et la croissance, ça va trop vite. Il n'y a que les jeunes qui peuvent s'accrocher à cette croissance-là pour aider l'Afrique. Il faut qu'on s'accroche là-dessus pour qu'on démarre. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Sanji. Merci vraiment, ça a été vraiment un immense plaisir. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cet entretien spécial auquel nous avions comme invité le docteur Amé Ouatt. Il est donc expert internationalement bien connu, donc surtout en gestion en eau et résilience climatique et énergie durable, mais également M. Ouatt a eu à occuper plusieurs fonctions un peu partout donc dans le monde, et il est basé présentement aux États-Unis. Alors merci à toute l'équipe, merci également, donc mes remerciements à Madame Wan pour la coordination. On se donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.